Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre rendez-vous de littérature. Nous sommes un samedi et nous allons donc discuter autour d'un ouvrage avec un auteur qu'on ne présente plus, en tout cas sur ce plateau et au-delà de ce plateau, au plan national. Je reçois aujourd'hui Daté Atavito Barnabé Akayi pour l'un de ses jumeaux qu'il a produit vers la fin de l'année 2024. Daté Atavito, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Une double sortie, hein? Mais on va s'intéresser d'abord pour ce premier numéro à La beauté de ton cou, l'espoir de la terre. C'est un recueil de poèmes, comme d'ailleurs l'autre dont on va parler dans un prochain numéro certainement. Et ici, vous parlez de l'amour, de la profondeur de ce sentiment-là, de sa complexité. C'est vrai qu'on ne découvre pas ce côté-là de Daté, mais ce qui est nouveau, c'est la profondeur vraiment de ce sentiment-là. Un peu comme si, avec le temps, Daté est devenu davantage plus amoureux, davantage plus attaché. C'est la sagesse avec l'âge ou bien c'est un peu plus d'amour que l'amour de jeunesse? Je crois qu'il me faudra d'abord souhaiter une belle fête d'indépendance à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, à nos soldats qui luttent au front, que ce soit les soldats au sens militaire du terme ou soldats au sens pédagogique du terme, parce que je suis enseignant, ou soldats au sens de la liberté, les journalistes, les écrivains, tous ceux qui œuvrent pour, disons, cet humanisme, cet épanouissement humain. Alors, quand on parle d'amour, les gens font souvent focus sur ce que tout le monde comprend par amour, c'est-à-dire un homme et une femme. Mais le poète, quand il parle d'amour, va au-delà. Le poète pense beaucoup plus à l'harmonie cosmique. Et lorsque l'univers vibre à des fréquences célestes au point qu'il règne sur la terre la paix, le poète est heureux. Et donc, si on fait attention, on constatera qu'il y a beaucoup plus d'escalade militaire, d'escalade verbale, d'escalade économique, d'escalade pandémique. Et le poète a comme solution l'amour, tout simplement. Voilà. On a l'impression aussi que, bon, c'est vrai, l'harmonie recherchée qui apaise, je dois dire, le poète ici est davantage plus prononcé, de sorte, et je reviens à ma question de sagesse, de sorte qu'on a l'impression que le poète prend une certaine distance d'avec ces éléments qui avaient quand même retenu son attention un peu plus tôt quand on parle d'âge. Oui, comme quel élément par exemple? Parce que pour moi, rien n'a changé à mon niveau. Ah ouais? C'est le même Daté, c'est quasiment la même écriture. Mais quand le lecteur me parle... La force d'extériorisation, par exemple, je dois dire du sentiment de description, la précision dans la perception des éléments autour de soi a varié avec le temps. Bon, je vais peut-être l'admettre en disant que si le lecteur estime qu'il y a de la profondeur, qu'il y a de la sagesse, le poète que je suis obligé de l'admettre. Parce que, à mon sens, je fais un travail et ce travail, puisque l'âge aussi avance, ce travail s'affermit sans doute, ce travail se précise sans doute, ce travail s'approfondit sans doute. Et donc, je prends ça comme un complément. Votre première réponse semble nous mettre devant un monde cataclysmique. Bien entendu, bien entendu. Vous êtes désespéré que ça, et pourtant le monde il est beau, dirait le chanteur. Bon, je n'ai pas le droit d'être désespéré, mais nous vivons des éléments désespérants. Mais je n'ai pas le droit d'être désespéré. Le poète a la contrainte existentielle d'exhorter à l'espoir. Même quand le poète parle de mort, même quand le poète parle des morts de chez nous qui sont au nord, des morts de chez nous qui sont au Togo, des morts de chez nous qui sont au Niger, au Burkina, en Ukraine, en Asie, un peu partout dans le monde, c'est pour que finalement nous revenons à l'amour, à la paix, à la sérénité, à l'harmonie cosmique, parce que c'est finalement ce que le poète a. Le poète n'a pas le droit de désespérer, parce que si le poète qui est un rêveur désespère, alors chez qui on ira trouver l'espoir?
chez qui? Le poète n'a pas le droit de désespérer, même si malheureusement, il vit dans un monde désespérant. Et j'ai l'impression aussi que le poète, en observant tout cela, même s'il fait l'effort de ne pas désespérer, il propose en face une âme qui est fondamentalement dérisoire, non? Face justement à ce monde qui se détruit. Quelle âme est dérisoire? Exprimer seulement l'amour et espérer que cela répare le monde, est-ce que c'est suffisamment, je dois dire, est-ce que c'était à la hauteur justement des blessures qu'on inflige à l'humanité? Mais quel remède avons-nous en dehors de l'amour pour guérir cette humanité? Quel remède avons-nous? L'action, par exemple. Mais justement, l'amour, c'est de l'action. L'amour, ce n'est pas des mots. L'amour, c'est des actions. Alors, c'est pourquoi je dis que ma compréhension de l'amour n'est pas forcément la compréhension des lecteurs. Lorsque vous prenez, puisque j'aime souvent le citer, quelqu'un comme Einstein, qui a fait des découvertes pour que nous maîtrisons plus ou moins avec les physiciens d'aujourd'hui le monde quantique, mais cette découverte qu'il a faite, c'est de l'amour. C'est par amour qu'il a sacrifié sa vie pour faire des recherches. Il pouvait prendre sa vie pour faire autre chose. Mais il s'est lancé dans des recherches. Donc lorsque je parle d'amour, je l'ai dit au départ, il ne s'agit pas d'une histoire entre un homme et une femme. Non, il s'agit de l'harmonie cosmique. Et pour qu'il y ait harmonie, il faudrait que nous maîtrisions la nature. La maîtrise de la nature nous oblige à la connaissance. Et la connaissance acquise nous donne la liberté. On ne peut pas être libre si on est ignorant. Je l'ai dit partout où je passe, un ignorant ne peut pas être libre. Il aura à la rigueur une illusion de liberté, mais il ne peut jamais être libre. Donc nous avons besoin de la connaissance et c'est cette connaissance-là qui va nous donner la force d'être libre et d'éviter des guerres inutiles. Parce qu'il n'y a que à la fin de toute guerre, il y a ce qu'on appelle règlement de conflit. Et la question que je me pose, pourquoi ne pas commencer par les règlements du conflit? S'il n'y a pas un conflit, on ne peut pas régler le conflit. Donc il faut en créer pour régler après. Enfin, je parle aussi cyniquement. Hein? Non, ce que je voulais entendre, c'est qu'on pouvait anticiper les conflits. Par exemple, lorsque je prends l'histoire du monde, de ce qu'on entend par les deux grandes guerres mondiales, par exemple. La Première Guerre mondiale, tout le monde est d'accord que c'est parce que lors des règlements des conflits, les traités de Versailles de 1919, il n'y a pas eu véritablement un règlement de conflit et les lacunes de ce règlement a fait qu'on est abouti à une deuxième guerre mondiale. Et ça a duré plus ou moins, parce qu'après la fin en 1945, ça a duré plus ou moins. Mais là, il y a une sorte de mésentente qui est née du souci de la multipolarité pour briser ce qu'on a toujours connu comme étant la bipolarité. Et il faudrait qu'on accepte cette multipolarité parce que le monde, il n'est pas que jour, il n'est pas que nuit, il n'est pas que pluie, il n'est pas que soleil, il n'est pas que neige, il n'est pas que glace. Le monde, l'univers, il y a plein de choses. Mais là, on va porter en tant justement à cette unicité, à cette harmonie, comme vous le dites. Non. C'est l'univers l'harmonie n'est pas unicité. L'harmonie n'est pas unicité. L'harmonie n'est pas bilarité. L'harmonie est multiplicité. La preuve, toi et moi, on n'est pas nés au même endroit ni au même moment, mais on peut s'entendre. Donc, quand je parle d'harmonie, ce n'est pas que c'est les choses de même bord qui vont forcément voler. Non. On peut être de différents plumages et voler ensemble. Mais il faut que chacun connaisse ses limites. Il ne faut pas qu'un pigeon se prenne pour un aigle. Il ne faut pas qu'un chat se prenne pour une panthère. Il faut que chacun reste dans son domaine. Sinon, quand on considère la chaîne alimentaire, on constatera que lorsque un animal de faible gabarit se prend pour un animal de haut gabarit, il comprendra qu'en fait, il rêvait. Oh, mais si c'est cela, le monde resterait statique parce que non, pas du tout. Au début déjà, il y avait des forces qui ont équilibré le monde. Non. C'est parce que justement, certains ont estimé que la petite place que l'univers leur a concédée était maudite et modeste, qu'ils ont cherché à grandir et... Non, pas du tout. Pas du tout. Lorsque nous prenons par exemple, je prends seulement deux pays, parce que c'est de ces deux pays qu'on parle notamment aujourd'hui. Je prends la Chine et la Russie, ce n'étaient pas de petits pays. La Chine n'était pas un petit pays. Oui. Du point de vue géographique, d'accord. Aussi bien géographique qu'historique. La Chine n'est pas un petit pays, pas du tout alors. Il y a eu beaucoup d'inventions en Chine. Il y a eu beaucoup d'inventions en Russie. Tout comme nous autres Africains aussi réclamons
qu'on a eu beaucoup d'inventions. Voilà, oui. Donc historiquement, ce n'est pas de petits pays. Donc, si entre-temps, il y a eu des pays qui les auraient conquises et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent, ces pays-là, je prends la Chine et la Russie comme exemple, ces deux pays-là se retrouvent aujourd'hui à revendiquer leur place originelle, on ne veut pas dire que c'était des petits pays aujourd'hui vers de grands pays, pas du tout. Pas du tout. C'est devant nous qu'on a disloqué, c'est devant nous qu'on a disloqué l'Union soviétique. Mais les dragons de l'Asie, aujourd'hui, de petits pays qui se réveillent, Singapour et autres, qui font se lever le soleil à l'Est désormais, ce sont des gens qui étaient petits hier, qui ont travaillé justement à grandir aujourd'hui. Voilà. Lorsqu'on prend ces pays-là, par exemple, c'est des pays qui ont appris, et vite appris, mais qui ont notamment misé sur l'éducation. C'est ce que nous ne faisons pas. On s'en fout de l'éducation. C'est la première chose, un être humain, nous ne sommes entiers que grâce à l'éducation. Si on n'est pas éduqué, on aura beau avoir une tête, deux mains, des pieds, on n'est pas humain. C'est grâce à l'éducation qu'on s'humanise, qu'on se sociabilise et qu'on rêve de meilleur immatériel. On rêve du meilleur immatériel. Lorsque vous prenez la plupart des riches aujourd'hui, les vrais riches, pas les opportunistes, lorsque vous prenez la plupart des riches aujourd'hui, par exemple, celui qu'on cite aujourd'hui comme étant le plus riche, Elon Musk, mais c'est un gars qui a travaillé de manière immatérielle. C'est-à-dire son premier but, c'est comment faire pour apporter ça à l'humanité, pour apporter ça à l'humanité. Donc son premier but, c'est l'utilité. Donc nous devons rêver d'abord d'être utiles à la nation, à l'humanité, et c'est en rêvant de cette utilité-là que par chance, on peut avoir de la fortune matérielle. Sinon, la première fortune est immatérielle, c'est la tête, c'est ce que les gens appellent la matière grise. Ce n'est plus la matière première. Ce n'est plus la matière première. Donc, quand je parle d'amour, c'est la connaissance. Lorsque vous êtes ignorant, vous ne pouvez pas aimer. Ça n'est pas possible. Bon, en tout cas, ils s'arrangent actuellement pour s'adapter en fonction justement de leurs objectifs. Oui, mais dans ce cas, nous autres Africains, nous sommes où? Oui, la désharmonie, aujourd'hui, c'est peut-être pas la faute aussi des poètes. Avant les poètes, les philosophes. Avant les philosophes, peut-être les religieux, etc. Qui ont tous prôné aussi l'amour. Finalement, le remède que vous proposez n'est pas si efficace parce que par le passé, il a été expérimenté. Le remède est efficace puisque tous ceux qui ont... Non, pas du tout. Les gens croient... L'amour tout le temps. Non. Je viens de dire tout à l'heure que l'amour dont je parle n'est pas... Non, mais quand Tanguy parle, par exemple, de la religion, tout le monde sait que quand on fait l'élo de la religion, c'est la période où la science est morte. C'est la période obscurantiste. Donc la religion n'est pas une référence quand on parle de la connaissance, pas du tout. Mais elle est des philosophes alors? Maintenant, quand on parle des philosophes, qu'est-ce que le philosophe nous a dit? Il faut que le philosophe soit roi et le roi philosophe. Est-ce que nos rois aujourd'hui sont philosophes? Mais le problème est là. Nous allons dégainer des rois qui sortent de nulle part, qui n'ont aucun parcours, et c'est sur eux que nous comptons. Ça ne regarde nulle part. Mais parce que les philosophes eux-mêmes, ils ont refusé d'être rois. Et non, les philosophes n'ont pas refusé d'être rois. Les philosophes veulent rester à leur place et veulent permettre à ceux qui peuvent être rois d'être rois. Malheureusement, il n'y a pas un travail qui est fait au niveau de la population. J'avais dit tout à l'heure que lorsqu'on parle d'harmonie cosmique, lorsqu'on parle d'amour, il faut qu'on ait la connaissance. Comment peut-on avoir la connaissance, par exemple, si moi je vote et en votant, je ne sais même pas pour qui je vote. J'aime à raconter que dans les années, il n'y a pas longtemps, il y a moins de 10 ans, quelque part à Boko, à quelques kilomètres de Parakou, mais j'ai des proches qui étaient là et on faisait croire aux villageois que s'ils votent pour telle personne, c'est pour que le coup vote. Alors qu'à l'époque, que le coup était même déjà parti. Comment peut-on manipuler une population à ce point? Faire croire, lorsque moi j'étais disons, j'avais pas encore 18 ans, mais j'étais pas loin, on devait renvoyer Soglo du pouvoir pour faire venir quelqu'un d'autre. Et on disait à la population dans les villages que c'est Soglo qui a fait que le pétrole est cher. Et que si on les prenait, le pétrole, c'est à peine 25 francs le litre. L'essence, c'est à peine tel... En fait, et les gens croient. Le problème est là. Mais est-ce que c'est la faute est à celui qui croit ou la faute à celui qui manipule? La faute est à celui qui croit. Pourquoi? Parce que nous parlons de démocratie. Il y a une étape qui nous a
manqué. Quand on parle de diplomatie, c'est l'éducation de la population. Le peuple, parce que quand on dit démocratie, il y a peuple, il y a pouvoir. Comment le peuple peut avoir le pouvoir si le peuple est ignorant? Mais ceux qu'on élise là, ils ne sont pas du ciel, ils sont dans la population. Ceux qu'on élit viennent du peuple. Mais si nous sommes tous des ignorants, c'est foutu pour nous. On va élire des ignorants pour nous diriger, c'est aussi simple que ça. Et on n'ira nulle part. On ne sera jamais comme des dragons. Parce que le mot dragon, mais en connotation, ça évoque une grande puissance. On n'a aucune puissance avec l'ignorance. Il n'y a aucun plaisir à être ignorant. Et mais c'est dans ça que nous nous plaisons. Est-ce que quand vous parlez d'éducation, il n'y a pas un petit problème? C'est comme si, enfin, peut-être que je me trompe, quand vous évoquez la question de l'éducation, c'est l'éducation à l'occidentale, il y a quand même une éducation traditionnelle qui nous a... Où est notre éducation traditionnelle aujourd'hui? Elle est où, notre éducation traditionnelle? On nous l'enseigne à la maison, au village. Mais ce que je dis, c'est du sérieux. Il n'y a pas aussi une conceptualisation de notre éducation à tel instant que chacun se lève et dit ce qu'il veut de notre éducation. Quels sont les documents qui recensent comment nos grands-parents vivaient et qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui à l'école? Quels sont les repas que nos grands-parents mangeaient et qu'aujourd'hui on continue de manger sans complexe? Quelles sont les grandes manifestations politiques, publiques qu'on fait et nous vantons nos mérites? Non mais c'est des questions comme ça qu'il faut poser. On a du complexe. On a du complexe à s'auto-magnifier. Ça veut dire que le travail actuel du gouvernement pour faire un peu politique devrait certainement vous séduire. La question donc du retour aux valeurs, de la promotion du tourisme, de la rénovation de nos sites, de la révise, du retour, je dois dire, vers notre histoire, etc. est un travail qui doit être certainement, à vos yeux, très intéressant. Bon, il faut déjà commencer par remercier. Puisque quelque chose commence par être fait, il faut remercier. Il faut dire, c'est déjà ça. Mais de mon point de vue, ce n'est pas mûrement conceptualisé. Comment ça? Par exemple, il y a, moi je parle d'éducation, quand on prend notre cursus scolaire, à quel niveau on fait référence à nos ancêtres? Comment ils faisaient la politique, comment ils faisaient l'économie, comment ils faisaient, à quel niveau dans notre cursus scolaire? L'hymne national que nous apprenons déjà nous renseigne un peu de ce qu'ils ont fait pour le pays L'hymne à travers national, c'est l'histoire. combien de lignes? Moi, je n'ai pas compté. Hein. Mais ne serait-ce que la fièvre que cela transmet à L'hymne l'enfant. national dont on parle, combien de Béninois sont capables de nous dire de quoi ça parle? Rien que le premier point le premier vers du refrain, enfants du Bénin debout. Restons là simplement. Combien de Béninois sont debout? Alors que dans les écoles, moi je suis enseignant aussi bien du secondaire que du supérieur, et je reste au secondaire, mais j'ai été peiné de voir mes élèves de 6e s'asseoir par terre à Cotonou. Je ne dis pas au village, à Cotonou s'asseoir par terre pour suivre mon cours. C'est vrai, j'en ai parlé au ministre, et là c'est à titre personnel, ce n'est pas une lettre officielle, personnelle au ministre Abouda Biochane, qui spontanément a envoyé 200 tables blanches dans mon école. Mais c'est à titre personnel. Je suis sûr qu'à Cotonou, il y a des collèges publics qui souffrent de manque d'infrastructure. Mais c'est ça le debout là. Il faut que nos enfants soient bien éduqués, on n'a même pas d'infrastructure. Je ne parle pas des enseignants, de ce qu'on appelle qui sont maltraités. Je ne parle pas d'eux. Je parle simplement des trucs très simples, terre à terre. Mais tout cela, c'est des moyens. C'est ça, enfant du Bénin debout. On n'est pas debout. C'est des moyens, comme on dit, et puis c'est une politique et nous sommes dans un contexte où c'est dans ces conditions que nous, on veut lutter contre des gens qui ont tout à leur disposition. Mais il faut qu'on arrête de se ridiculiser. On ne peut pas le faire. Sérieusement là? Oui. Sérieusement là? Oui. Non, mais la vie, ce n'est pas des incantations. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est des faits, c'est des actions. Quelles sont les actions? Je viens de dire quelque chose de concret. Je suis en 6e. Les enfants ne s'asseyent pas. C'est un truc très simple. Je ne dis pas qu'ils ne mangent pas, hein. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas les fournitures, hein. Je ne dis pas qu'ils n'achètent pas les livres, hein. Je ne dis pas qu'ils ne paient pas la contribution. Je ne suis pas allé là, j'ai dit qu'ils ne s'asseyent pas. Et ils sont obligés de venir depuis la maison avec un pain qu'ils mettent à même le sol pour s'asseoir. Ce n'est pas enfant du Bénin debout, ça. Pas du tout. À Cotonou, imaginez maintenant les coins reculés. Imaginez. Imaginez. Je me souviens,
Puisqu'on est sur l'eau, il y a une image que les gens de École du Monde, qu'est-ce qu'ils disent? École du Monde, quelque chose, il y a action là, ça m'a échappé. Enfin, c'est une sorte d'organisation internationale. Mais ils ont pris des images où l'enfant a son cahier sur une main, il prend l'autre main pour nager, pour aller à l'école. Mais moi, quand je vois des choses comme ça, je dis, mais on est loin. On est loin. Il faut qu'on soit réaliste. Qu'est-ce que l'amour il peut? Très bien. Ce que l'amour peut, c'est que déjà le parent, avant de concevoir cet enfant, doit anticiper sur comment l'enfant ira à l'école. Et par rapport à ça, le nombre d'enfants qu'il aura à faire va le préoccuper. À cette allure, on ne fera pas d'enfants. Hein? On fera. Combien de cailloux il faut lui éviter de heurter sur la route de l'école? On fera. Parce que quand les gens ne feront plus spontanément d'enfants, l'État comprendra que c'est du sérieux et prendra ces enfants-là comme des cas sociaux. Parce qu'on a un ministère qui s'occupe des affaires sociales. Oui. Mais dans la vie concrète, comment est-ce que ce ministère agit sur ces enfants-là? Moi, en tant qu'enseignant, je ne vois pas grand-chose. Le ministère intervient. Mais c'est parce que nous faisons d'enfants, malgré tout, qu'on ne prend pas ça au sérieux. Parce que dans des pays, on donne de grandes primes aux gens qui font d'enfants. Parce qu'ils savent que les gens ont pris conscience de leurs responsabilités et on ne fait plus d'enfants en pagaille. Là, on te donne de l'argent quand tu en fais. Parce que l'enfant, c'est de la richesse. Donc, un engagement parental déjà. Ah, forcément, c'est ça la responsabilité. Il ne faut pas faire les enfants et confier ça à Dieu. Puisque Dieu, il est au-dessus de nous tous. C'est vrai, il est au-dessus de nous tous, mais Dieu a ses propres responsabilités, on a nos propres responsabilités. Ah non, enfin, ces responsabilités, c'est surtout notre survie et notre vie. Mais à quoi alors ça sert d'avoir un cerveau? À quoi ça sert d'avoir un cerveau? On nous a donné un cerveau pour que nous-mêmes, on puisse agir par nous-mêmes et non laisser Dieu agir à notre place. J'aime souvent dire le conflit qui est entre Israël et Palestine. Je n'ai jamais vu les Israéliens prier et c'est avec la prière, les bombes se lèvent toutes seules pour aller se jeter en Palestine. Non, ce n'est pas avec la prière. Ce qu'on a vu tous entre entre Israël et Iran, ce n'est pas avec des prières, c'est des actions. Peut-être parce qu'eux, ils sont des peuples, ils sont un peuple spécial, puisque la Bible leur fait une bonne place. Mais on a nos Bibles aussi. Restons pas par nos Bibles. Ah oui, on en a nos Bibles aussi. On n'en a pas écrit. Oui, c'est vrai. On n'en a pas formellement écrit. Mais il y en avait. Mais ce n'est pas écrit sous la forme qu'on a aujourd'hui. Puisque lorsqu'on lit Cheikh Anta Diop, on se rend compte que les mythes qui constituent la Bible sont des mythes qui sont hérités de l'Égypte antique. On a changé les espaces, on a changé les noms. Tout à fait, oui. Mais ce sont nos histoires. Jean de La Fontaine, il a reconnu en écrivant ses fables, c'est de Ésope. Et Ésope, on sait que voilà. Donc, en fait, nous avons de la valeur et il faut qu'on les magnifie. C'est justement pour ce plan que sur ce plan, je suis d'accord avec le chef d'État qui n'a pas honte de réclamer certaines valeurs que nous avons. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut que ça soit théorisé, il faut que ça soit conceptualisé. Et il faut que ça soit magnifié. Qu'est-ce qui a fait imposer l'Église catholique? C'est parce qu'il y a eu des chefs qui l'ont fait des religions d'État. Est-ce que nous, on a des religions d'État? On n'en a pas. On n'en a pas. En Chine, le gouvernement chinois ne peut pas être à un haut niveau du gouvernement chinois et dire que tu es chrétien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas leur truc. Chacun s'occupe de son Dieu. Chacun s'occupe de sa langue, de sa culture. Et c'est ça l'harmonie. Ce n'est pas l'uniformisation qui est l'harmonie. Non, 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 non. C'est la multiplicité. Justement, il n'y a que parfois la multiplicité ou la diversité peut poser problème en fonction justement de la différence qu'il existe. Parce que si le chinois parle son chinois et que le russe parle son russe, que moi je parle mon fond, nous sommes dans une dissonance qui ne nous fera pas créer une harmonie. Pas du tout, pas du tout. Lorsque je décide de correspondre avec un chinois, je suis contraint d'apprendre le mandarin. C'est comme ça. Lorsque je décide de correspondre avec un Français, je suis obligé de comprendre le français. À moins que je n'envisage pas une relation à long terme. Mais c'est comme cela. Lorsque les gens de l'AES ont commencé par correspondre avec la Russie, mais beaucoup de gens commençaient par devenir russophobes dans cet espace-là. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas décider de correspondre avec quelqu'un, mépriser sa langue. Moi, je me souviens, Angélique Kidjo, on lui demandait, mais pourquoi il aime chanter en fond, en Yoruba, en Guingbé? Il dit, mais si elle ne le fait pas, qui le ferait? Est-ce qu'il y a combien de Français, que de lui citer combien de Français qui chantent en Minan?
quand un Chandais chante en Fongbe, quand un Français chante en Yoruba, mais c'est à elle de faire ça. Imaginez qu'un Kido soit complexé et que n'ait jamais chanté en Mina ou en Fon. Aujourd'hui, les Grammy qu'elle est là, ça sera spécialement en anglais ou en français. Mais elle chante dans nos langues. C'est déjà ça la revendication. Et déjà, en 1994, quand elle avait sorti son album Aïe, mais elle a dit qu'il arrivera tôt ou tard un jour où nous les Noirs, nous allons revendiquer nos valeurs avec fierté et on va, le morceau Azanak, il faut même que j'écris un petit document sur ça. Mais c'est des gens qui luttaient sans faire du bruit. En fait, la lutte, ce n'est pas le bruit. Hein. Ah oui. Et c'est ce que j'aime chez les Chinois, par exemple. Combien de pays vous avez appris qu'ils ont attaqué jusque-là? Bon, en dehors de Taïwan. Sur lequel ils ne transigent pas d'ailleurs. Mais qui est, comme je vous l'ai dit historiquement, un territoire chinois. Mais c'est ça la vérité. La même chose pour la Russie, l'Ukraine, historiquement, avant qu'on ne disloque l'URSS, ça appartenait à la Russie, à la grande Russie. En fait, c'est ça la vérité. Donc il ne faut pas qu'on méprise l'histoire. Pas du tout. Pas du tout. On a un vent, il me fait beaucoup de signes, hein, le temps il est passé. Mais on a un nouveau vent quand même qui souffle un peu en Afrique de l'Ouest, hein, avec quelques 2 ou 3 pays qui semblent maintenant chercher à se donner des moyens d'aller vers cette possibilité de proposer quelque chose à cette harmonie dans le monde dont vous parlez, le Niger, le Burkina, le Mali, un peu la Guinée, même si ça a commencé à dériver. C'est la meilleure façon d'apporter à l'humanité? Bon, moi je crois que dans la vie, il n'y a pas de meilleure façon pour quoi que ce soit. On tente, si ça marche, on prend, si ça ne marche pas, on tente autre chose. La vie serait, je dois dire, un laboratoire où il y a un continuel essai. Mais c'est ça, vivre. Vivre, c'est tâtonner, 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 réussir. C'est comme ça. Vous parlez du destin d'un peuple. Non, 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 non. Vous parlez mais vous croyez que la démocratie américaine, telle qu'elle est aujourd'hui, a toujours été comme ça? Mais rien n'est statique. L'homme est un être de mouvement. Donc on ne doit pas fabriquer quelque chose qui c'est ça. Non, non, non. On essaie, on essaie, on essaie. Et quand ça marche, on prend. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est d'ailleurs pourquoi sur un plan, ça ne veut pas dire que je suis pro-talon. Hein. C'est d'ailleurs pourquoi sur un plan, j'aime talon. C'est pas un crime d'être pro-talon. Hein. Non, non, non. Pour moi, c'est un crime d'être pro quelque chose. On doit être, en tant que Béninois, on doit être pro-béninois. On ne doit pas être pro un chef d'État. C'est voilà des erreurs que nous commettons. On ne doit pas être pro-chef d'État. On doit être pro-béninois. Peut-être des erreurs de langage. Non, 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 pas du tout. C'est des erreurs de conviction. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Il y a des gens qui sont prêts à vous tuer si vous parlez mal de talon. Sérieusement? Ah oui, 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 c'est pas de la blague. On n'est pas aussi intolérant que ça. Hein. Ah, restez là, restez là. C'est pas parce que la presse ne relaie pas. Les gens sont fadas. Les gens, si vous estimez que le talon ne vaut pas ceci, un autre talon, c'est son Dieu. Donc je ne suis pas pro-talon. Il faut que ça soit clair. Je suis pro-béninois. Ouais. Et donc je dis que sur ce plan, je l'aime parce qu'il a rarement remercié ses ministres. Je trouve ça bien. C'est-à-dire qu'il collabore avec des gens, il estime que les gens, ce qu'ils font, ça lui va, et les maintient. Je trouve ça très bien. Sincèrement, ce n'est pas de la blague, je suis vraiment phasé par ça. On n'aura pas de dynamique, les choses. Et puis, un ministre en place pendant 10 ans, ça peut se scléroser, ça peut continuer, ça peut commencer dans le tâtonnement, ça peut commencer dans la fatigue psychologique. Moi, je pense beaucoup plus à l'autre côté. Il faut qu'on évite d'être pessimiste. Non, l'homme, il est... Je suis d'accord, nous sommes ondoyants, je suis d'accord, Mais il faudrait qu'on pense à l'autre côté. Lorsque un ministre reste sur place, il arrive à réparer beaucoup de choses en partant de l'hypothèse qu'il est de bonne foi. Moi, c'est mon point de départ. Mon point de départ, je ne prends pas un ministre comme quelqu'un qui est venu faire du mal, je le prends comme quelqu'un qui est venu faire du bien. Le rêve du poète, c'est que le pays soit harmonieux pour qu'on ait tout le temps de voguer sur le lac Aimé, parce qu'ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. C'est ce que Angélique Kidjo disait. Emakaimolo fibine, tolele meon, mewikolo yajiwe. Vous ne savez pas aussi... Non, je ne sais pas chanter. Hein. Ça va. Ah non, je suis mélomane. En revanche, je suis mélomane. Merci beaucoup, Daté. C'est moi qui remercie les téléspectateurs. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et à samedi prochain.